Donc, bonjour à tous et à toutes, et surtout à ceux qui nous ont rejoints pour cette table ronde numéro 2. Pour continuer à respecter le timing, comme l'a très bien fait Émilie avec les précédentes tables rondes, je vous propose de commencer cette deuxième table ronde. Celle-ci est consacrée aux dynamiques de territoire. Hop là. Donc, pour cette table ronde, vous aurez deux animateurs, donc Benoît Lemenet de la région Normandie. Donc, Benoît, je ne sais pas si tu veux Oui, bonjour, Benoît Lemenet de la région Normandie. Donc, je suis chargé de projet éducation développement durable avec une partie d'émission sur l'économie circulaire, dont le suivi du Régal. Donc, la région est membre du COPIP du Régal. Et par ailleurs, la région développe un dispositif qui s'appelle Territoire durable 2030, dont on va parler un peu plus tard, avec 14 territoires engagés, dont une bonne partie ont choisi la thématique de l'alimentation durable, incluant des questions de gaspillage alimentaire. Donc, ravi de vous accueillir et puis à tout de suite. Merci Benoît. Et donc moi-même. Donc, on animera tous les deux cette table ronde. Donc, vraiment, le sujet, c'est sur ces dernières années, les politiques environnementales se sont de plus en plus appuyées sur des démarches territoriales. Donc, on en a de plus en plus. J'en citais quelques-unes. On a les PLPDMA, les plans locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés. On a eu les PCAET avec les plans climat, air, énergie, territoire. On a eu donc le territoire durable 2030 que Benoît vient d'évoquer. Et également les PAT, donc les projets alimentaires de territoire qui ont été, donc qui existent depuis plusieurs années, mais qui ont été vraiment boostés, on va dire, ces dernières années, surtout avec les plans de relance. Là, il y a une accélération très, très forte ces 2 dernières années. Donc, l'idée, c'est de voir un peu comment toutes ces dynamiques territoriales vont permettre d'agir dans les territoires et de réduire le gaspillage alimentaire, mais pas que. Donc là, on parlera gaspillage, mais pas que. On aura une approche aussi un peu plus large sur tout ce qui est alimentation durable, donc entre autres en lien avec les projets alimentaires territoriaux. Donc voilà, on va aborder tous ces différents points et ça va faire le lien avec, comme je disais en introduction, avec la prochaine feuille de route du Régal qui fera vraiment un focus particulier sur ces animations territoriales et où le Régal va essayer d'être plus présent auprès des animateurs territoriaux pour les accompagner dans la mise en place de leurs actions. Donc voilà, cette table ronde, c'est pour initier un peu ce nouveau cycle par rapport à ces démarches territoriales. Voilà, et donc alors, je vous invite à vous poser vos questions dans le chat, ce qui sera le plus simple. Et si on a du temps, on verra si on arrive à prendre des questions en fin d'intervention à l'oral. Voilà, donc pour commencer, je vais vous présenter donc les intervenantes. Alors, je vais vous laisser au fur et à mesure vous présenter pour qu'on puisse vous voir. Et donc voilà, je vais vous laisser à peu près quelques minutes pour vous présenter votre structure. Et sachant qu'évidemment, on rentrera un peu plus dans le détail tout au long de cette table ronde. Donc, on va commencer par Charlotte Dessoir. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous et toutes. Donc, Charlotte Dessoir, je suis chargée de projet alimentation pour la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, qui regroupe 54 communes autour du Havre. Je suis rattachée à la direction développement économique et agricole. Très bien, merci. Je vais laisser Anne se présenter. Donc, Anne Urand. Donc, moi, je travaille à la Chambre d'agriculture, donc la Chambre d'agriculture régionale de Normandie. Je suis basée sur le 76 et je travaille particulièrement sur les questions de restauration collective en lien avec les collectivités et aussi sur les questions logistiques. Et j'interviens notamment avec Charlotte Dessoir sur le Havre Seine Métropole. Très bien, merci. J'essaye en même temps de faire un partage. Évidemment, je n'y arrive pas. Alors, donc, je vais laisser la parole à...
Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai peur que le partage ne soit pas très bon. À Cécile Oui, bonjour. Allman, je vais vous laisser, je ne sais pas si on voit bien le transparent. Il faut que tu mettes en plein écran, Nathalie. Donc bonjour, je suis Cécile Holman, je travaille pour Coutances Mer et Bocage et je m'occupe entre autres du projet alimentaire territorial, mais nous comme on est une petite collectivité, on a pas mal d'autres casquettes puisque je m'occupe aussi du plan climat. Je suis la responsable aussi de Territoire durable 2030 dont Monsieur Leméné a parlé et je m'occupe aussi du service à l'accompagnement et à la rénovation énergétique. Voilà pour les thématiques. Donc sur l'alimentation, j'aurais peut-être la possibilité de le dire plus tard, mais nous on est labellisé en fait depuis avril 2021, depuis cette année. Ça fait quand même pratiquement 2 ans qu'on travaille sur notre PAT et on a aussi répondu à l'appel à projet du plan de relance et donc on a reçu des fonds en mai 2021. Enfin voilà, notre convention est signée en tout cas pour les 2 prochaines années. Et d'ailleurs, demain, on signe toutes nos conventions avec nos 7 partenaires à la foire de Gavray. Voilà. Donc, c'est vraiment très d'actualité. Voilà, on reviendra dessus en détail sur cette signature. Merci. Donc, on va poursuivre avec Nathalie Ewald. Je vous laisse vous présenter. Alors, moi, mon nom, c'est Nathalie Ewald. Ewald. J'ai l'habitude, on me transforme régulièrement mon nom de famille. Je travaille à la Chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie. J'interviens à cette table ronde sur la casquette Cité du goût et des saveurs, Normandie. Et je pense aussi sur toutes les missions qu'il y a autour de l'alimentation et les luttes contre le gaspillage alimentaire, ou en tout cas la durabilité de l'activité alimentaire au niveau des artisans et des restaurateurs. Et je m'occupe aussi des marques territoires locales, type Manche Terroir et Homme Terroir. Très bien, merci. Et je vais laisser Frédéric Salmon se présenter. Donc, Frédéric Salmon, je travaille au service développement économique de l'agglomération Lisieux-Normandie. Je suis chargée de mission agriculture et alimentation depuis octobre 2019. C'est un poste qui a été créé, donc on va revenir un peu sur toute la logique des démarches alimentaires en lien avec le service développement durable, notamment sur le territoire. Très bien. Alors, donc on avait une intervenante des Restaurants du Cœur, de Mésidon, mais qui malheureusement ne pourra pas être présente, Madame Paviard. Donc, Frédéric, je vous laisserai parler un peu, présenter un peu leur structure et le lien, vu qu'on aura un temps consacré à tout ce qui est partenariat. Alors, donc, pour commencer déjà, là, comme vous avez présenté très rapidement vos structures, je vais vous laisser les unes et les autres présenter un peu plus dans le détail un peu vos structures. On va commencer d'abord par les territoires, donc les 3 territoires présents pour voir un peu comment c'est mis en place. On va vraiment commencer par ça, comment c'est initié ces démarches territoriales dans vos différents territoires, parce que vous avez des histoires différentes et c'est ça qui est intéressant, c'est de partager un peu vos différentes histoires, d'où c'est parti pour aboutir où vous en êtes actuellement. Donc, on va pouvoir commencer peut-être par le Havre Seine Métropole. Charlotte, je vous laisse commencer à expliquer un peu l'histoire, d'où vient l'histoire de comment vous en êtes arrivé ici. En 2015, sur le territoire donc, de la communauté d'agglomération à l'époque du Havre, qu'on appelait CODA, plus connu sous cet acronyme, a été initié un plan local pour l'agriculture. Ce plan local pour l'agriculture, il avait vocation à permettre de maintenir l'activité agricole sur le territoire, accompagner les agriculteurs qui partaient de plus en plus à la retraite et assurer le renouvellement des générations dans le milieu agricole et également faire tout un travail aussi sur la qualité de la ressource en eau qui aujourd'hui fait partie des problématiques un peu de notre territoire. Suite à cela, en 2017, un dossier a été déposé à l'appel à projet national et le PAT a obtenu sa labellisation de niveau 1,
Et c'est à ce moment-là que j'ai été recrutée sur ce poste de chargée de projet alimentation. Et donc, c'est depuis 2017 qu'on mène plus spécifiquement des actions en lien avec les acteurs du territoire. Plus précisément, les acteurs sont des professionnels. On a un réseau d'environ 500 professionnels du territoire. On travaille avec toute la chaîne alimentaire du territoire, de la production jusqu'à la distribution. Pardon. Et voilà, ça c'était un peu pour le contexte. Nathalie, vous voulez que j'en dise un peu plus ou pas? Après, de toute façon, on rentrera dans le détail par rapport au partenariat. Donc là, voilà, c'était un peu le panorama et la description du territoire. Avec une entrée très, voilà, problématique qualité de l'eau. Et donc, vous êtes allé vers toute cette démarche. Exactement. Qualité de l'eau, renouvellement des générations dans le milieu agricole, maintien du maraîchage sur le territoire. Et faire en sorte que, voilà, mais un peu comme les autres territoires, c'est-à-dire beaucoup de retournement de prairies, faire en sorte de garder aussi des filières sur le territoire via l'élevage et faire en sorte ensuite qu'il y ait pour tout ça des débouchés, en fait. D'où le travail que je fais sur les filières. Très bien, merci. Donc, c'est que cette entrée très voilà, alimentaire. Donc, on verra comment le gaspillage s'est inséré dedans après par la suite. Alors, donc merci. On va aller à un deuxième territoire. Donc, Cécile Holman, peut-être pour Coutances-Mer-Bocage. Aussi, c'est une histoire, voilà, ça vient de loin, toutes ces démarches-là. Donc, peut-être nous expliquer tout le déroulé. Déjà, les différentes démarches, parce que il y a vraiment beaucoup de démarches territoriales en cours. Donc, déjà, nous présenter comment s'est enchaîné un peu toutes ces différentes approches pour en arriver à aujourd'hui. Oui, d'accord. Donc Coutances-Mer-Bocage, c'est un territoire de 49 communes, à peu près 50 000 habitants dans la Manche, avec une très belle frange littorale et aussi une très belle frange rétro-littorale. Et donc, c'est important parce qu'en fait, nous, sur notre territoire, on a toutes les productions quasiment alimentaires. Quand on a fait le diagnostic agricole, on s'en est aperçu. En fait, on pourrait être complètement autonome en fait en production, aussi bien viande, lait, fruits, légumes que boissons et donc produits de la mer aussi. Voilà, c'est quand même une richesse de notre territoire qui est à dominante très, très agricole et conchylicole du coup. Ensuite, comment ça s'est fait? En fait, donc territoire durable 2030, nous, quand on a répondu à cet appel à projet, effectivement, il y avait un volet agriculture et alimentation. Donc les PAT étaient encore un petit peu novateurs, en tout cas pour les petites communautés de communes, c'était pas forcément évident. Mais du coup, ça nous a permis de mettre le pied dans l'alimentation et on a commencé à travailler là-dessus. Après, la difficulté, donc comme je vous disais, c'est que nous, on n'a pas de chargé de projet alimentation tout seul. Donc en fait, moi, je me suis un petit peu débrouillée avec comme je pouvais. Et donc concrètement, ça veut dire que j'ai eu 2 stagiaires et une apprentie quand même en 2 ans sur ce sujet de l'alimentation. Parce qu'en fait, c'est forcément quelque chose qui demande beaucoup de temps pour faire les diagnostics, surtout qu'on a fait une partie en interne des diagnostics. On a fait faire le diagnostic agricole par la Chambre, mais par contre, on a fait toute la concertation, on est allé voir la population, on a aussi fait un diagnostic auprès des associations justement, voilà, un peu la première partie, qui rejoint la première partie, l'association solidaire du territoire, donc tout ça a pris pas mal de temps. Donc, on a réussi quand même à monter un projet avec des ateliers de travail, etc. Et en même temps, on a été aussi on a fait partie des 9 premiers territoires de France à signer un contrat de transition écologique. Donc, ça nous a permis aussi de donner un petit coup de boost au projet alimentaire territorial parce qu'on a inscrit dedans. Alors, bon, les territoires le savent, les contrats de transition écologique, désolé s'il y a des représentants de l'État, mais c'est très joli, mais par contre, ça n'ouvre le droit à aucun fonds. Donc du coup, on était content d'inscrire, mais malgré tout, on a quand même on n'a pas eu de prérogative en fait du fait qu'on soit dans le contrat de transition écologique. Voilà, faut le noter quand même parce que ça nous demande du temps tout ça et puis c'est pas forcément très bénéfique. Voilà, bon. Et puis derrière, on a continué à travailler, donc il faut quand même beaucoup de volonté là, faut le dire, de la part des techniciens, en l'occurrence moi, mon responsable, et de la part de mon élu qui m'a toujours beaucoup appuyé, toujours un binôme technicien-élu très important. Et derrière, on a pu quand même embaucher une apprentie l'année dernière, et sans laquelle j'aurais pas réussi clairement à monter les dossiers dans un court laps de temps comme ça, parce qu'il fallait être prêt l'année dernière pour le plan de relance. Nous, on a essayé vraiment de lancer les choses assez rapidement, donc il fallait assez être prêt.
Heureusement, on l'était et quelqu'un a travaillé. Et donc après, on a été vraiment soutenu, je tiens à le dire quand même, là, par la DRAF. Il y a Sabine Julien qui est là, je sais. Et Sabine nous a vraiment soutenus dans notre démarche. Elle nous a bien fait monter notre PAT. Et aujourd'hui, en fait, on a demandé tous les fonds qu'on a demandé. Alors, ça peut sembler pas énorme, en fait, pour certains autres PAT. Nous, on a un PAT qui fait 250 000 € et, pour des actions pendant 2 ans. Et on a reçu 46% en fait du fonds plan de relance de la DRAF. Voilà, donc ça semble pas énorme, mais par contre, en fait, pour nous, c'est déjà quelque chose parce que du coup, on a tout ce qu'on a demandé en fait à la DRAF, du coup, on l'a reçu. Et en plus, en fait, nous, vraiment, on a ciblé que des actions complètement concrètes, prêtes à partir, avec des partenaires prêts à partir. On a 7 partenaires et donc du coup, on sait que tout ce qui va être dans le PAT, ça va être réalisé. Voilà, moi, c'était vraiment essentiel. Donc aujourd'hui, on n'a pas forcément un PAT qui peut sembler très ambitieux en termes d'action, je sais parce que j'en ai vu d'autres. Mais en tout cas, au moins, je me dis, on commence à travailler et puis ce qu'on a dit qu'on ferait, on va le faire. Voilà. Très bien, merci Cécile. Donc cet élément, on voit vraiment un PAT très pratico-pratique avec des actions concrètes à mettre en place. Vous avez parlé d'ateliers de concertation. Ça va permettre de faire la transition avec le 3e territoire d'aujourd'hui, donc avec l'agglomération de Lisieux-Normandie. Donc Frédéric, je vais vous laisser aussi expliquer un peu la genèse et avec la particularité de votre territoire où vous avez abouti à un régal local. Donc je vous laisse présenter cette démarche. Frédéric, je crois que voilà. C'est bon, c'est mieux. Au niveau de l'agglomération Lisieux-Normandie, en fait, on a toutes les démarches en lien avec le gaspillage alimentaire et l'alimentation étaient plutôt à l'initiative en fait des démarches du service développement durable. Il y avait des éléments d'indiqués dans le plan climat. Il y a effectivement eu une réponse aussi à l'appel à projet territoire durable 2030 et on est engagé aussi sur une démarche Citergie. Donc ces projets-là avaient démarré déjà avant 2019. Il y a eu des échanges entre le service développement économique et développement durable sur la partie alimentation et lien avec l'activité agricole. Donc, il y a eu le portage du projet alimentaire territorial, de la démarche de projet alimentaire territorial par le développement économique, mais il y a un lien fort avec le service développement durable. Donc, il y a eu une réponse à l'appel à projet régional PNA en 2019 pour avoir un appui, un soutien financier sur tout le lancement de la structuration du PAT. Et en parallèle, les élus se sont aussi positionnés sur le leader local pour financer l'animation du PAT sur 3 ans. Donc, voilà les 2 démarches initiales qui ont permis de démarrer vraiment le PAT. Donc, dans le cadre de la concertation sur le PAT, donc on a été un petit peu, je pense, comme pas mal de territoires, un peu contraints par le contexte sanitaire de l'année dernière. Donc, on a une concertation qui s'est beaucoup faite de manière numérique. On a eu des échanges en entretien individuel avec les acteurs sur le territoire, des associations, notamment d'aide alimentaire ou plusieurs producteurs. Et dans le cadre de toute cette concertation, on a abouti en fait à une stratégie qui contient 10 axes et 32 actions. Donc, on est sur 32 actions qui sont apportées à long terme. Et il y a des actions prioritaires qui ont été identifiées, notamment sur l'objectif de créer un réseau local de lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire décliner le régal Normandie à l'échelle du territoire. De créer un réseau local aussi, de faciliter l'interconnaissance entre les structures de l'aide alimentaire sur le territoire et les acteurs qui pourraient fournir ces structures. Et aussi toute la partie promouvoir la production alimentaire locale, le bien manger, garantir l'accès en fait à tous les citoyens, c'est des axes qui sont ressortis. Et la volonté de créer une opération aussi de famille zéro gâchis. Donc, on a répondu pour le régal local, on a répondu à l'appel à projet aussi de l'ADEME, de la DRAF et de l'ADREAL, le projet donc Action pour une alimentation durable. Et donc, voilà, ça nous a permis sur l'année 2020 de créer ce régal local et de décliner des actions concrètes sur le territoire en lien avec la lutte contre le gaspillage alimentaire. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric.
On reviendra de toute façon dans le détail de certaines de vos actions, on fera des focus sur certaines des actions. Donc là, on vient de voir un peu comment ont été initiées vos différentes démarches territoriales. Là, on va voir plutôt point de vue partenaire. Donc, on en a deux parmi nous. Donc, Nathalie, je vais vous laisser présenter. Alors, en plus, vous avez plusieurs casquettes. Il y a la Cité du Goût, on a parlé, voilà, il y a les restaurants également. Donc là, c'est de voir un peu, déjà rapidement, je verrai en même temps peut-être pour pouvoir passer en même temps vos diapos, mais de voir un peu en tant que partenaire, ce que vous pouvez apporter à des territoires. Donc rapidement, sachant qu'on fera des petits focus après sur certaines actions, mais ce que vous pouvez leur apporter et comment vous vous impliquez vraiment dans ces démarches territoriales. Alors, sachant que là, ça peut être par exemple sur le territoire, donc avec Coutances, Mer et Bocage, mais aussi, ça peut être aussi plus large au niveau de la Normandie. Donc, Nathalie, je vous laisse présenter ça. Alors, je vous propose juste de commencer avec la casquette Chambre de métier de l'artisanat Normandie. Les entreprises artisanales normandes représentent 64 800, exactement 848 entreprises au niveau Normandie, dont à peu près 18% qui sont des artisans alimentaires. Ces entreprises artisanales alimentaires sont essentiellement situées en zone rurale, en tout cas à plus de 30% des effectifs des entreprises. Et on a une variation importante depuis 5 ans. Si on regarde les différents chiffres, le nombre d'entreprises augmente, mais de façon complètement disparate selon les zones. Par exemple, on a plus 25% en entreprises alimentaires sur les 5 dernières années, mais on doit être à 0% sur la zone d'Argentan et on doit être à 45 ou 46% dans la zone de Rouen. Donc, on a un dynamisme différent selon le secteur géographique. Ça représente des salariés, ça représente un certain nombre de choses. L'inquiétude aujourd'hui de la Chambre de métier et de l'artisanat, l'inquiétude, ou plutôt le point de vigilance de la Chambre de métier et de l'artisanat de la Manche, de Normandie, concernant l'artisanat alimentaire, c'est le vieillissement de nos chefs d'entreprise. Plus d'un quart ont plus de 55 ans. Donc, c'est le maintien de l'activité alimentaire et le commerce de proximité, et surtout dans nos zones rurales. Donc là, c'est la casquette chambre de métier qui vient de parler. Et pour cela, on a mis en place une cité du goût et des saveurs. Donc, je vais essayer de vous présenter ce qu'est la cité du goût et des saveurs. Est-ce que vous pouvez passer les diapos ou pas, Nathalie? La cité du goût et des saveurs, alors il faut remonter. La cité du goût et des saveurs, c'est un concept et c'est un produit phare de toutes les chambres de métier de l'artisanat donc française. À l'origine, cette cité du goût et des saveurs a été créée en 2005 par la chambre de métier de Côte-d'Armor suite aux grandes crises alimentaires. C'était les crises type la vache folle, les algues vertes et ainsi de suite. Et il a fallu mettre en place un certain nombre d'actions pour assurer et réassurer le consommateur sur la qualité des produits et de la transformation artisanale. Depuis, ça s'est développé et la Chambre de métier de Normandie va déployer la Cité du goût et des saveurs en 2022 et elle existe depuis 2019 au niveau du département de la Manche. C'est un concept, c'est tout ce qui est la promotion des savoir-faire et des produits alimentaires. Elle s'adresse à qui, cette Cité du goût et des saveurs? Elle s'adresse à plusieurs cibles, que ce soit dans un premier temps les artisans des métiers alimentaires et l'ensemble des opérateurs du secteur alimentaire. On travaille aussi avec les agriculteurs pour pouvoir animer un territoire. Ça s'adresse au territoire pour tout ce qui est modélisation, pour tout ce qui est stratégie alimentaire, pour tout ce qui est développement d'artisanat alimentaire ciblé. Et puis pour terminer, la cible suivante, c'est le grand public. Et en fait, c'est pour sensibiliser le public au bien manger, à nos productions, mais aussi à transmettre
ou plutôt transmettre les entreprises et donner vocation sur ces métiers alimentaires. Alors ça se traduit comment? Par des actions collectives, des formations techniques, des animations, que ce soit des ateliers, etc., des actions de structuration de filières, des diagnostics, des aides à la décision au niveau des collectivités. Ça se traduit par un certain nombre d'offres de services. Plus particulièrement dans les offres de services sur lesquelles on va développer, c'est par rapport à nos missions. Et nos missions, c'est quoi? C'est promouvoir l'artisanat alimentaire et promouvoir le savoir-faire. Et que les artisans alimentaires savent produire donc des produits de qualité. C'est rapprocher l'artisan du consommateur et réciproquement. C'est maintenir une économie locale en accompagnant aussi bien d'un côté les artisans pour s'installer, pour se développer, donc en fait de la création au développement jusqu'à la transmission de l'entreprise, mais aussi maintenir une économie locale en accompagnement des collectivités pour mettre en place des actions nécessaires pour maintenir cette activité économique. Et puis, la dernière mission, c'est un peu éduquer et sensibiliser les consommateurs au manger local et artisanal, le bien manger, on va le dire comme ça. On mène différentes actions. Maintenant, concrètement, que ce soit des ateliers culinaires, que ce soit des démonstrations, que ce soit des animations dans des salons d'orientation, des outils de communication. Mais on va mener aussi des actions auprès des artisans alimentaires pour avoir des parcours de formation qui permet de progresser tout au long de leur carrière. Le rapprochement entre les différents acteurs à travers des salons d'affaires. Le prochain aura lieu sur le territoire de Coutances avec les rendez-vous Pro-Alim qui aura lieu le 22 novembre. C'est des accompagnements au niveau des entreprises publiques pour définir les allotissements des marchés publics pour que les artisans alimentaires puissent y répondre, et ainsi de suite. Je ne vais pas tous les faire, mais ce sont différentes actions. Donc, en gros, toutes les actions menées par la Chambre de métier et de l'artisanat pour le développement de la filière alimentaire de proximité, elle est marquetée Cité du goût et des saveurs Normandie. Et une des missions, je vais mettre en valeur, c'est la dernière diapo, Nathalie. C'est une action qui s'appelle Opération 1000 restaurants durables. Donc, si tu peux aller plus loin. Alors par contre, on en parlera après. On en parlera après, plus dans les actions. OK, on parlera après. Donc, voilà, donc on est sur la présentation de tout ce que peut faire la Cité du goût et des saveurs. D'accord, très bien, merci. On reviendra, il y aura peut-être des questions spécifiques, justement, comment les territoires peuvent venir vers vous, travailler avec vous, on reviendra dessus après. Je vais donner la parole à Anne de la Chambre d'agriculture. Donc, Anne, peut-être présenter un peu ce que votre structure peut apporter, ce qu'elle fait. Alors, c'est plus large, ça ne va pas être directement le gaspillage alimentaire, mais justement un peu cette complémentarité, ce lien qui peut être fait et comment vous, en tant que partenaire, vous travaillez avec les animateurs de territoire. Alors, aussi bien donc là sur le Havre, Seine Métropole, mais peut-être aussi plus globalement au niveau de la Normandie. Alors, sur la Chambre d'agriculture, c'est vrai qu'on se pose vraiment en partenaire des collectivités sur toutes ces actions alimentaires. Si on reprend l'exemple de la démarche du Havre Seine Métropole, par exemple, qui exposait tout à l'heure Charlotte, les préoccupations autour de la qualité de l'eau, le renouvellement de la génération des agriculteurs, tout ce qui est filière maraîchage ou élevage sur un territoire, c'est évidemment la Chambre d'agriculture va être impliquée du début à la fin, c'est-à-dire depuis le diagnostic au démarrage, ensuite sur la définition d'un plan d'action et puis sur la réalisation de ces actions. Au niveau alimentation et agriculture, on va apporter notre vision, la représentation aussi du monde agricole auprès des collectivités. Donc, dans le cadre des PAT, ça se traduit en fait par, avec cet engouement pour les PAT, je dirais, pas mal de partenariats avec les collectivités sur toute la Normandie, notamment dans le cadre de diagnostic, puisque c'est aujourd'hui beaucoup de PAT en sont au moment du diagnostic. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir donc l'ensemble de la chaîne
Et derrière, il va y avoir des actions menées en partenariat avec les collectivités, mais aussi d'autres organismes pour favoriser une alimentation de qualité et durable et locale. Alors, pour ça, et je pense qu'on va en parler tout à l'heure sur des actions très concrètes qu'on peut mener en place, comme des formations ou de la mise en lien agriculteurs en circuit court, acheteurs, par exemple. Mais on va... Ça y est, j'ai perdu mon idée. L'idée m'est sortie de la tête. Ce que je voulais dire, c'est que on va s'inscrire dans un réseau d'acteurs. Voilà, c'était ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille indirectement sur le gaspillage alimentaire, puisqu'on va voir que c'est un levier pour aller vers de l'alimentation de qualité. Et on a été aussi aidé beaucoup pour ça par la loi Egalim, qui a mis un peu un coup de pied aux élus et aux équipes de cuisine pour dire qu'il y avait des pratiques à changer. Et aujourd'hui, on s'inscrit pleinement dans la mise en place de cette loi Egalim au niveau de la Chambre d'agriculture sur la qualité de l'alimentation, mais aussi donc, sur le fait d'avoir l'alimentation et des matières premières qui soient locales. Merci Anne. Je vais laisser la parole à Benoît, de voir voilà, s'il a des questions spécifiques et en parallèle, n'hésitez pas à écrire dans le chat, dans la discussion. On reprendra vos questions aussi, mais je laisse Benoît. Oui, moi, la question qui me vient à la suite de toutes ces introductions, c'est la question de la boîte à outils. On voit bien qu'il y a un certain nombre de dispositifs, de contrats qui existent, que la Cité propose elle-même des accompagnements, la Chambre aussi. Et je voulais savoir, dans un premier temps, sur la question des territoires, comment se faisait le parcours du combattant pour connaître parfaitement cette boîte à outils? Comment vous avez procédé? Est-ce que c'était facile à identifier? Est-ce qu'il y a des marges de progrès à cet endroit-là? Et puis, côté institution, comment cette boîte à outils pourrait être mieux communiquée, mieux partagée pour qu'il y ait aussi une interconnaissance de tous les dispositifs, peut-être plus fine? Voilà, sur la question de la boîte à outils, comment on la partage et comment on est à la dispo des territoires, ça m'intéresse d'avoir vos retours. Donc, je ne sais pas, peut-être commencer par les territoires. Je pensais à Coutances, qui en a sollicité pas mal, visiblement. Oui, bah j'avoue, Benoît, j'allais aussi dire des choses. En fait, c'est une très bonne question parce que quand nous, on arrivait un peu là-dedans, honnêtement, c'est parce qu'on a l'habitude de travailler avec beaucoup de partenaires dans le cadre de nos différents projets. En fait, en plus, nous, avant d'être collectivité, on était pays, donc on avait travaillé aussi avec la chambre déjà, avec les associations, enfin voilà. Mais franchement, moi, j'ai pas trouvé que c'était très structuré. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est déjà un peu mieux parce que maintenant, il y a le réseau des PAT normands et là, je trouve que c'est vraiment très utile. On a des informations, on se retrouve ensemble, etc. Donc ça, c'est bien. Mais au début, c'était un peu au bon vouloir. Et nous, on a la chance d'avoir l'habitude de travailler avec la chambre de métier, avec la chambre d'agri, avec les associations bio en Normandie et autres. Mais franchement, je suis allée chercher des partenaires et heureusement, en face de moi, j'ai trouvé des gens qui étaient de bonne volonté, en fait, dans toutes les institutions. Et je pense que si on n'avait pas eu ça, ça aurait été compliqué, quoi. Par exemple, je suis allée aussi chercher avec l'ARS pour le volet santé. Et pour le coup, l'ARS, je l'avais dit à Nathalie lors de notre petite préparation, mais l'ARS, moi, la personne que j'ai eue avec moi, franchement, elle ne m'a pas été utile. Et du coup, notre volet santé du PAT, à mon grand regret, il n'est pas développé. J'ai trouvé ça dommage. Mais parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, en fait. Et nous, les chargés de projets dans les collectivités, enfin, moi, je jongle déjà avec pas mal de sujets, mais je ne suis pas, je veux dire, technicienne sur tout, et loin de là, spécialiste, loin de là. Et moi, mon rôle, c'est de mettre en musique et de... Voilà, mais du coup, voilà, le volet santé, du coup, on n'a rien, en fait. Et parce que notre partenariat avec l'ARS, il n'a pas fonctionné, par exemple. Donc, effectivement, une boîte à outils, voilà, le réseau des PAT, ça fonctionne bien, le volontariat, la bonne volonté des gens, quoi. Je ne sais pas si d'autres territoires ont eu peut-être des sensations différentes. Hein. Et au-delà du constat, ce qui m'intéresse aussi, c'est quel outil manquerait pour rassembler aussi, voilà, comment on pourrait imaginer, dans le cadre de nos discussions, un outil qui faciliterait l'accès à cette boîte à outils.
Moi, je me méfie quand même un petit peu, après je laisse la parole, désolée, je me méfie un petit peu des boîtes à outils où du coup on va refaire encore un site, où on va dire aller chercher toutes les ressources, etc. On a déjà beaucoup de choses, enfin, vous voyez, au final, on a beaucoup d'informations de beaucoup de gens, la NBDD, le Régal, le réseau des PAT, enfin voilà, moi j'en reçois pratiquement tous les jours, donc est-ce qu'il y a besoin encore de recréer quelque chose? Je sais pas. Moi je trouve que le réseau des PAT normands, c'est vraiment une bonne initiative. Je pense qu'il faut s'appuyer sur ce réseau-là. Pour moi, en tout cas, c'est par là qu'il faut passer et pas forcément recréer encore des outils. En fait, au bout d'un moment, il faut être honnête, hein, Benoît, moi, je vais même plus tout voir ou tout lire. J'en ai marre, quoi. Ça fait trop de choses. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Donc, il faut peut-être se concentrer sur ce qui existe et qui fonctionne. Au niveau de l'agglomération Lisieux-Normandie, je partage aussi sur vraiment la plus-value du réseau régional des PAT. Nous, on est membre aussi du réseau national des PAT, où il y a aussi une banque d'outils et une banque de retour d'expérience aussi des territoires. Et en général, moi, quand il y a un sujet un peu plus, qui va être traité localement, qui je sais est traité par d'autres territoires en Normandie, il y a aussi des rendez-vous individuels et des échanges avec les autres territoires qu'on fait un peu moins formalisés que dans le cadre du réseau régional, mais il y a aussi des échanges. Je pense à Charlotte sur la partie restauration scolaire où on a échangé, où voilà, on sait qu'on ne va pas réinventer la poudre sur tout, donc voilà, il y a aussi cet intérêt des échanges individuels, quoi. Ok, merci de ces réponses. Je ne sais pas si Nathalie, on passe aux actions. Comment... Si Charlotte voulait intervenir, non? Okay. C'est bon. Charlotte? Non, c'était bon. D'accord, très bien. Oui, donc là, c'était de voir vraiment par rapport au lien avec les partenaires. Donc, vous avez évoqué un petit peu cet élément-là, mais là, c'était un peu plus rentrer dans le détail et voir, commencer à voir des éléments un peu plus précis. Pour rentrer dans le détail, je propose qu'on commence par le Havre Seine Métropole, parce que je crois que vous avez un impératif horaire. Donc, peut-être un peu nous présenter voilà, des actions spécifiques et pour montrer un peu comment s'est passée cette articulation entre animateurs territoire et partenaires. Donc, en 2019, on a mis en place un dispositif pour accompagner les communes du territoire et plus précisément pour les accompagner à se préparer aux attentes de la loi Egalim, donc 1er janvier 2022. Donc, on avait 3 ans, on a décidé de lancer ce dispositif sur 3 années via un appel à candidature lancé aux communes. Depuis 2019, ce dispositif nous a permis d'accompagner 34 communes, donc avec cette porte loi Egalim. L'idée du dispositif et son contenu principal, c'est de les accompagner sur 2 volets. D'une part, la lutte contre le gaspillage alimentaire et d'autre part, augmenter la qualité des approvisionnements. Donc, on travaille de façon transversale avec la direction cycle des déchets chez nous à la communauté urbaine. Et chacune des 2 directions a un partenaire. Donc, pour nous, sur les approvisionnements de qualité, c'est la Chambre d'agriculture. Voilà. Et donc, je travaille directement avec Anne Hurand sur ce sujet. Et pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, ma collègue travaille avec un bureau d'études. Après avoir travaillé avec le Crépon, travaille cette année avec un bureau d'études qui s'appelle Ecogéos. L'idée, c'est de proposer aux communes un accompagnement individuel et un accompagnement collectif. Individuel qui nous permet de faire un diagnostic de départ sur où est-ce qu'ils en sont de leurs approvisionnements, où est-ce qu'ils en sont de la qualité attendue et où est-ce qu'ils en sont également de leur gaspillage alimentaire. Une fois ce diagnostic effectué, on met en place des actions. Les actions pour la lutte contre le gaspillage, ça peut être la réorganisation du service, ça peut être de l'accompagnement proposé directement aux agents qui accompagnent le temps de repas. Pour les approvisionnements, ça peut être un appui à la rédaction de leur marché public, ça peut être du sourcing. Là, je vous passe rapidement des exemples d'actions qu'on a pu mettre en place. Et puis, de façon collective, on propose des réunions, donc, que ce soit aux élus, aux agents,
au sein d'une commune à différentes personnes, donc élus, agents, secrétaires. Enfin voilà, on essaye toujours d'impliquer un maximum de monde, que ce soit en interne pour une commune, mais aussi dans nos réunions collectives intercommunes, pardon, pour faciliter les retours d'expérience, pour que ce soit le plus transparent possible, et puis pour générer un maximum de retours de pratique, d'idées, etc., et d'innovation par rapport à ce qui pourrait se faire. Pas plus tard qu'hier, et je vais laisser Anne décrire ce qu'on a pu mettre en place récemment dans nos différentes réunions collectives. Voilà, on en a, je ne vais pas vous dire tout un catalogue, mais en tout cas, la plus récente a eu lieu hier, et on en a une cet après-midi. Et donc, je vais laisser Anne vous expliquer ce qu'on a fait. Voilà. C'est pour vous donner en fait un exemple très concret de ce qu'on peut faire sur un territoire et comment impulser aussi une dynamique. Quand on est allé voir les communes de façon individuelle, notamment en discutant avec les chefs cuisiniers, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin de conseils, de redynamisation sur la question des menus, qui sont souvent faits tout seul dans son coin ou avec la secrétaire de mairie dans les petites communes, puisqu'on accompagne aussi des petites communes. Et donc, on a mis en place en fait une action collective avec des communes qui sont très proches géographiquement sur les menus normands à 4 composantes. L'idée de cette action-là, c'était de pouvoir échanger sur les filières locales et les ingrédients disponibles en fait localement. Donc vraiment refaire un point sur tout ça. Travailler à partir de ces ingrédients qu'on avait identifiés sur des plats qui soient normands et qui soient de saison. Associer des plats à des catégories d'aliments féculents, etc., pour un bon équilibre du repas. Et 3, réaliser des menus sur une semaine qui soient équilibrés et qui soient à 4 composantes avec tous les apports nutritionnels nécessaires et qui soient également normands. C'est des actions qui sont très dynamiques en fait parce que très concrètes à la fois pour les cuisiniers, mais il y avait également des élus, des personnes accompagnant le repas et des secrétaires de mairie qui travaillent aussi sur les menus, parce que c'est très concret, très technique, très pratique. C'est vraiment, ça répond aux besoins quotidiens. Et c'est dynamique aussi parce que les gens ont beaucoup de plaisir en fait à rencontrer leurs homologues qui sont situés à quelques kilomètres de leur commune et de pouvoir échanger. Alors, ça va être sur des recettes, mais aussi sur des problématiques autres qui apparaissent lors de ces réunions. Voilà, donc ça, c'est un exemple très concret d'action sur lesquelles on travaille sur l'approvisionnement, mais sur lesquelles on travaille aussi sur le goût des enfants et le gaspillage alimentaire, puisqu'on va à chaque fois avoir cette-là, un exemple d'action. Voilà, et les 4 composantes, évidemment, ça répond directement à la lutte contre le gaspillage alimentaire, puisque ça, c'était notre argument phare. Les élus, hier, étaient très en demande d'arguments d'arguments pour pouvoir faire évoluer leurs pratiques et justifier auprès des parents d'élèves qu'ils allaient passer à 4 composantes. Alors évidemment, l'idée, c'est de le faire de façon très progressive, mais on se rend compte qu'ils étaient très frileux par rapport à ça. Et le fait qu'on travaille avec eux, qu'on leur explique concrètement pourquoi, je pense, d'après le sondage qu'on a fait, ils étaient assez convaincus et suffisamment armés pour pouvoir le justifier désormais auprès des parents d'élèves. Voilà. Merci. Là, vraiment, on voit vous avez bien insisté dessus, sur cette complémentarité, et on a de la chance, en fin de compte, que cet objectif, ou tout ce qui touche à la loi Egalim sur l'approvisionnement durable et aller vers plus de qualité, tous ces objectifs-là rejoignent vraiment, en tout cas toutes les actions qui vont permettre de l'atteindre, rejoignent le gaspillage alimentaire. Donc, c'est bien d'en avoir conscience, de pouvoir l'expliquer et le mettre en avant, même peut-être dans les arguments, parce que donc, les arguments par rapport au gaspillage, dire bah oui, mais actuellement, il y a énormément de pertes. Par exemple, voilà, avec 5 composantes, on sait que ça fait trop de quantité, donc on va avoir des pertes, et ça rejoint ce côté où on en veut moins, mais de meilleure qualité, pour aller vers une appro plus durable. Donc, on voit vraiment cette complémentarité, à quel point elle est importante. Et comme il y a cette loi Egalim, autant en profiter pour, nous, en tant que vraiment lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est de ne pas oublier ce point-là et au contraire que ce soit inséré dans ce qui est fait sur l'approvisionnement local ou dans tout ce qui est Egalim, mais que ce ne soit pas quelque chose en plus, mais que ce soit vraiment intégré à la démarche. Donc là, c'est ce que vous avez réussi à faire au Havre, Seine Métropole, de vraiment mixer et d'articuler les deux. Voilà. Donc, merci.
On va aller sur le territoire de Coutances-Mer-et-Bocage avec Cécile, voir peut-être l'articulation que vous avez donc avec les différents partenaires. Vous avez évoqué tout à l'heure cette signature de convention. Donc là, c'était peut-être avoir un peu plus d'informations. Vous nous expliquiez un peu ce qui va se passer pour vous là, très prochainement avec ces signatures et en quoi ça correspond et comment voilà, ça s'inscrit dans votre démarche. Donc effectivement, sur notre PAT, nous, on a 7 partenaires. Donc il y a la Chambre des métiers, le CCAS, l'association Bio en Normandie, on a Biopousse qui est l'espace test de notre territoire, et on a 3 communes, Tourville-sur-Sienne, Raigneville et Saint-Sauveur-Village. En fait, chacun de ces partenaires a mis une action dans notre PAT, et ça donne du coup une couleur intéressante, je trouve, à notre projet alimentaire territorial, parce que on a vraiment on touche à tout en fait. On va aussi bien, donc nous on fait aussi à la Comcom des actions propres, hein. Donc par exemple assez classiquement on organise des formations, on a fait aussi auprès des élus justement pour la loi Egalim, ça on l'a fait. Fin octobre il y a des formations pour les cuisiniers et pour sur une alimentation de qualité locale, et pour les agents sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc ça, par exemple, nous, on le porte en propre à Coutances-Mer-et-Bocage. Et puis derrière, en fait, on a nos partenaires qui vont faire eux-mêmes leurs propres actions. Et là, on touche quelque chose de beaucoup plus large. Par exemple, sur la commune de Saint-Sauveur, on va mettre en place un composteur communal avec aussi des animations autour de ce compost. La commune de Raigneville, elle va créer un jardin participatif avec ses habitants. Il travaille également, Tourville travaille avec le lycée agricole dans le cadre d'un projet scientifique en fait avec les élèves pour travailler sur des anciennes variétés pour créer un nouveau verger, voilà, sur un terrain de la commune. Voilà, donc on voit en fait que nous, justement, on en parlait aussi du lien qui est très important avec tous les partenaires des territoires. Ça participe, je pense, du fait qu'ils soient inscrits à notre PAT, qu'ils vont recevoir du coup des fonds aussi. Donc on signe les conventions avec eux. Nous, on la signe avec l'État, on l'a signé avec l'État, puis du coup, Coutances-Mer-et-Bocage re-signe avec ses partenaires. On va reverser du coup une partie des fonds pour eux, et puis on va essayer de créer voilà, un petit comité de pilotage pour savoir aussi chaque année où ça en est. Ça crée une émulation sur les questions d'alimentation sur le territoire à une échelle locale, c'est important. Voilà. Très bien, merci Cécile pour cette présentation. Je voulais faire le lien tout de suite avec Nathalie, mais comme Charlotte et Anne doivent nous laisser, donc il y avait une question pour elles, donc avant de les libérer. Donc c'était une question, je crois, par rapport au menu. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans la discussion. Est-il possible d'avoir ces menus normands à 4 composantes? Alors, les menus normands à 4 composantes, Anne, vas-y si tu veux. Hier, on en a vraiment trouvé pas mal, hein. Et encore, on était parti sur le mois de février, qui n'est pas le mois le plus facile au niveau des légumes. Donc après, comme disait Charlotte, c'est une démarche qui doit être progressive. L'idée, ce n'est pas de révolutionner de tout à tout et d'avoir des leviers de bouclier en face, mais c'est d'y aller progressivement sur l'introduction de plats, de saison, avec vraiment une attention sur l'équilibre et ce qu'on met dans chaque plat pour vraiment préserver les apports aussi nutritifs des repas. Donc, pour moi, oui, c'est possible. On est quand même une région avec des filières qui sont assez développées. C'est pas pour ça qu'il faut arrêter de manger peut-être des bananes, mais en tout cas, il y a de quoi faire. Les chefs cuisiniers, en fait, sont pleins de ressources quand on les interroge sur qu'est-ce qu'on peut faire comme entrée, qu'est-ce qu'on peut faire comme dessert, des choses simples aussi. Qui sont finalement assez appréciées des enfants, ne pas mélanger tous les ingrédients, mais laisser bien toutes les choses sur
Après, l'éducation au goût, qui est aussi une des clés, à mon avis, de la réussite, à la fois sur le gaspillage alimentaire et sur l'introduction de produits de qualité réalisés localement. Mais très concrètement, on est parti en fait de la liste de tous les produits qui sont disponibles localement. Donc, on les connaît, hein, les fruits et légumes de saison, même si les fruits, il n'y en a pas beaucoup. Les différentes viandes, et là, on a tout ce qu'il faut. En produits laitiers, on a tout ce qu'il faut. En céréales ou en tout cas en légumineuses, on commence à avoir une offre qui est quand même assez intéressante. Et on est parti en gros de ce qu'il y avait dans les rayons. Et puis grâce à ça, on leur a demandé de composer, voilà, qu'est-ce qu'on met dans les entrées, qu'est-ce qu'on met dans les plats. Et on arrive sur des menus qui sont très simples, des betteraves, du hachis parmentier, et puis en dessert, une pomme par exemple. C'est des choses aussi simples que ça. Donc voilà, concrètement, c'est un travail qu'on a fait de façon collective. Et on n'a pas une grille de menus aujourd'hui de ces menus normands, puisqu'il faut aussi laisser les chefs s'inspirer et faire les choses au gré et au fil de leurs envies. Et ce serait vraiment pas une bonne idée justement que de leur donner déjà des menus sur lesquels ils devraient se caler, parce qu'ils ont besoin, et c'est dans leur ADN de chef cuisinier, d'avoir cette autonomie, cette prise de décision. Et nous, on a juste été là pour les guider et leur réexpliquer voilà, comment est-ce qu'on construit un menu de façon simple pour s'assurer, comme disait Anne, que tous les éléments en termes de nutrition sont bien présents. Voilà. Et c'est pour ça qu'on voulait vous montrer cet exemple-là, qui est un exemple précis qui s'est passé hier, parce que comme disait Cécile Holman de Coutances, en fait, il y a quand même des forces en présence sur le territoire, il y a déjà il y a beaucoup de compétences et en fait, la dynamique des territoires, c'est aussi de mettre ces gens en lien et de provoquer ces espaces d'échange avec de la ressource, en amenant de la ressource pour qu'ils prennent les sujets à cœur et qu'ils les développent, puisque les acteurs, ça reste bien eux, que ce soit des opérateurs économiques, des collectivités ou autres d'ailleurs. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ce retour, cette réponse qui montre bien que c'est plus une dynamique qui est à mettre en place que de proposer comme ça des menus tout faits, mais c'est plus de mettre les acteurs ensemble et de permettre ce temps-là. Et c'est peut-être le rôle justement des territoires de mettre ces compétences autour, comme Anne vous l'indiquiez. Merci. Excuse-moi Nathalie, merci d'insister là-dessus parce que ça rejoint exactement ce qu'on avait dit par rapport aux pesées. L'idée, c'est de les accompagner au départ dans la mise en place des pesées, mais ensuite, c'est bien de faire en sorte qu'ils soient autonomes et que pour eux, ce soit un véritable outil pour la réduction du gaspillage alimentaire. Et c'est ce vers quoi on est en train de tendre, en fait. Les communes, ça y est, sont très demandeuses, se sont équipées et ont bien compris que c'était vraiment un outil qui était très précieux pour contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire. Donc voilà, je me permets juste de rajouter ça. Vous remercier tous. Merci au Réseau Régal pour votre invitation. Voilà, on était très contents de participer, même si c'était bref. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez nos adresses mail et on se tiendra à votre disposition pour vous donner plus d'infos sur ce qu'on fait. Et nous partons de ce pas animer notre réunion collective de nouveau avec des élus sur le thème de la communication dans la restauration collective. Voilà. Merci en tout cas à tous et toutes. Merci Nathalie. Très bien, merci à toutes les deux. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, avant de donner la parole à Nathalie, là j'ai vu que Cécile, vous indiquiez un outil sur les menus pour faire le lien avec justement ce qu'on était en train de discuter, qui est un outil Maya, c'est ça, si vous voulez en parler rapidement? Oui, en fait, ça m'a été présenté. Donc, ils sont deux en fait à faire ça. Ils sont allés aussi le présenter la semaine dernière. Je sais plus, il y avait un gros truc national sur l'alimentation. Ils sont allés le présenter. Je trouvais que c'était intéressant. Donc, il y a une première version qui est gratuite et qui aide en fait à faire les menus, qui est assez facile à faire et qui est vraiment pas mal. Et cette première version, en fait, elle permet déjà de quantifier en termes de loi Egalim. C'est une estimation à combien on en est. Après, du coup, il y a une version payante, mais qui est pas non plus hors de prix. Nous, on a demandé, en gros, pour nos 49 communes, c'est un forfait, ça serait 4 000 € à l'année. C'est pas non plus hyper cher, avec une formation du logiciel. Où là, en fait, ils font tout entrer dedans et ça permet de calculer. Ça permet de calculer le coût de la loi Egalim. Voilà. Donc ça, c'est un truc privé qui m'a été présenté, mais peut-être que Sabine, elle a un outil public, je sais pas, je la vois.
De quel outil? C'est de l'outil Maya ou c'est… Non, oui, alors, pardon, je prends la parole, je vais Vas-y, lever la vas-y. main. Effectivement, et en fait, c'est un outil qui va vous être présenté le 17 novembre. Il existe aussi une plateforme bêta enfin, qui est sortie il y a quelques mois et qui est toujours, enfin, qui s'améliore en continu, qui s'appelle Ma Cantine, ma-cantine.beta.gouv.fr. Je vous ai mis le lien dans le chat. Alors, elle ne fait pas les menus. Voilà. Par contre, elle permet de mesure par mesure de la loi Egalim, les 50% de produits de qualité, la diversification des protéines, l'interdiction du plastique, etc., etc. Ça permet de prendre connaissance de toutes les mesures et par rapport aux 50% de produits de qualité, ça permet de calculer, voire pour la collectivité, ou pour le gestionnaire du restaurant, de savoir où il en est dans les 50% de produits de qualité. Voilà. Et il y a une présentation donc, de cet outil-là le 17 novembre lors d'un webinaire présenté, organisé avec l'ADRAF et le CNFPT. Il y a déjà, je crois, plus de 150 inscrits et on passera un long moment à présenter cet outil-là, donc avec ma collègue de la DGAL, du ministère de l'Agriculture, donc Valérie Merle, qui est notre correspondante nationale de restauration collective, et elle passera du temps à vous présenter cet outil-là, comment il fonctionne, quelles sont les informations que vous pouvez trouver dessus, etc., etc. Merci Sabine. Alors, ça me permet aussi de faire le… Oui, Juste une question qui a été posée à 2 reprises sur les marchés publics et sur la préférence géographique, avec notamment une question sur le localisme qui serait interdit. C'est ça, mais c'est justement là-dessus que je voulais intervenir. Mais ça tombe bien rapidement par rapport à cette question-là. C'est vrai qu'on fait le lien. Nous, c'est pas par rapport au gaspillage alimentaire, c'est pas notre sujet, mais c'est vraiment dans le cadre de la loi Egalim. Donc ça, c'est plus… Sabine en a parlé. Il y a plein de rendez-vous qui sont proposés par la DRAF. Alors, je ne sais pas, Sabine, aussi, si on a… Alors, donc, dans le chat, là, déjà, il y a la date qui a été rapportée du 17 novembre pour bien faire ce lien entre localisme ou Egalim. Alors, c'est vrai que les deux sont proches, mais il y a plein de pistes qui existent pour travailler sur les cahiers des charges, pour justement faire se correspondre une loi où effectivement le localisme n'est pas toléré, n'est pas accepté parce qu'on est en Europe et en Europe, on n'a pas le droit. Mais c'est plus après, peut-être pas détourner, je ne vais pas dire détourner, mais en tout cas de réussir à, quand on a des objectifs environnementaux, de qualité, voilà, il suffit de mettre certains critères pour que ça puisse, les deux objectifs se rejoindre. Donc peut-être Sabine, je ne sais pas si tu veux dire comment les personnes qui voudraient vraiment plus d'infos sur tous ces éléments Egalim, parce que vous faites plein de choses à la DRAF et avec d'autres partenaires là-dessus, où est-ce qu'on peut renvoyer les personnes? Je vais voir tout à l'heure pour vous mettre le lien. Donc, sur le site internet de la DRAF, on a mis pas mal d'informations déjà. Donc, effectivement, il y a des webinaires qui se sont tenus sur la présentation de la loi Egalim. On a mis il y a eu un travail porté par la Chambre d'agriculture pour répertorier aussi tous les produits qui répondent aux exigences de la loi Egalim en Normandie. Donc, il y a de la présentation de ce webinaire le 17 novembre. Il faut savoir également que la loi climat et résilience du 22 août a modifié la loi Egalim, donc il va y avoir une adaptation aussi de tous les livrets. Vous avez le Conseil national de la restauration collective qui a présenté plein d'outils qui, même s'ils doivent être amendés du fait de la loi climat résilience, reste pour partie encore d'actualité. Voilà, mais je vais vous mettre le lien sur le site internet de toutes les informations où est-ce qu'on peut trouver un petit peu tout ça. Merci Sabine. Donc j'en arrive, Nathalie, ça fait longtemps que je disais que j'allais revenir vers vous pour faire un peu le lien et de voir. Donc là, c'était par rapport à Cécile qui parlait des différents partenariats ou différents temps, différents événements. Donc il y a la foire de Gavray, si je ne me trompe pas. Gavray, voilà. Alors, c'est un des temps où vous allez pouvoir, où vous êtes impliqué et qui montre de façon concrète comment vous pouvez intervenir.
Et après, on viendra sur les restaurants, je mettrai la diapo après. D'accord. Juste avant de parler de la foire de Gavray, pour revenir sur les quelques points qui ont été dits, il y a peut-être des précisions à apporter. Les premières remarques concernaient sur comment trouver les partenaires pour un PAT, pour pouvoir le mettre en place, pour faire les diagnostics. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la partie, je dirais, portrait de territoire, il y a une collaboration entre les 3 chambres consulaires et régulièrement, nous répondons à des sollicitations de territoire pour pouvoir faire ce portrait avec ces 3 chambres. Alors, pourquoi les 3 chambres? Parce que dans une filière alimentaire complète, vous avez les producteurs, généralement des agriculteurs ou des pêcheurs, des transformateurs qui peuvent être des artisans ou des industries, et puis des vendeurs. Et les vendeurs, ça peut être des grossistes, de la GMS et de l'épicerie. Donc certains peuvent avoir plusieurs casquettes. J'ai un souci de son, je ne sais pas si ça vient que de moi. De même. Moi, j'entends rien non plus. Hein. Ouais. On ne vous entend plus. Alors moi, je parle depuis 5 minutes, mais Voilà. je viens de voir que mon micro s'est débranché de l'ordinateur. Voilà. Et donc, je suis désolée. Donc, je vais reprendre. J'ai été coupée depuis le début ou... non, c'était une minute. Ouais. Voilà, c'est très... Il y a une minute, je dirais, à peine. D'accord. Donc, tout simplement, les 3 chambres consulaires peuvent accompagner les collectivités sur ce que j'appellerais la partie portrait de territoire, qui permettent donc d'avoir une vision globale de la production, transformation et distribution. On met les artisans, les agriculteurs et les industries et les commerçants ensemble. Hein. Donc, c'était les premiers propos. Le deuxième propos, c'était par rapport à la restauration collective. Un certain nombre d'actions sont menées pour pouvoir aider à la restauration collective à s'approvisionner en local, en produits sous signe de qualité, et ainsi de suite. Donc, les actions sont menées souvent conjointement, pareil, avec les 3 chambres consulaires ou une seule, tout dépend quelles sont les choses qui sont demandées, en termes de développer un sourcing localement, c'est-à-dire c'est telle restauration collective qui se trouve à tel endroit et qui va rechercher localement. Donc, on va faire un point de quels sont déjà les approvisionnements, de quoi ils auraient besoin en plus, et d'aider de mettre en contact cette restauration collective avec ses producteurs, artisans, transformateurs. Mais ça va plus loin que ça, parce qu'en faisant cette recherche-là, on peut se rendre compte qu'il y a des manques. Régulièrement, les manques sur les territoires peuvent être des conserveries, logistiques, légumeries. C'est quelque chose qui revient souvent. On nous demande souvent de faire des études sur les légumeries, mais pas que. Et si on reste sur la durabilité et le gaspillage alimentaire, par cette voie de la restauration collective, sur l'approvisionnement de la restauration collective, on va se rendre compte que sur un territoire, il y a un manquement dans un domaine de transformation. Et donc, des actions peuvent être menées pour soit étudier plus loin, soit pour trouver ou mettre en place cet élément de transformation supplémentaire et qui va permettre d'approvisionner cette restauration collective ou autre chose. Alors, pour être plus concret, si je prends la Cité du Goût, elle a commencé depuis 3 ans dans la Manche, hein, elles sont en train de se développer au niveau Normandie, mais pour être plus concret, dans la Manche, on s'était rendu compte qu'il y avait un manque en conserverie, qu'un certain nombre d'artisans, d'un certain nombre d'agriculteurs avaient besoin pour des raisons économiques ou de lutte contre le gaspillage alimentaire, de fabrication de conserves. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on avait la restauration collective qui disait, nous aussi, on aimerait bien avoir quelques conserves sur des choses bien précises. Il y a un manquement, donc une étude est menée et a été créée. Un artisan s'est installé en tant que conserverie, a été aidé par la chambre de métier et la chambre d'agriculture, telle façon pour trouver sa clientèle, et a été positionnée et dimensionnée suffisamment grande pour pouvoir répondre à ce besoin. Ce sont des exemples. Donc, on est parti de la restauration collective et puis on arrive sur tout un dynamisme de territoire et pourquoi pas recentrer une transformation sur le territoire. Mais je peux donner d'autres exemples. Hein. La viande
la partie viande est assez problématique au niveau de la restauration collective. C'est comment trouver suffisamment de viande locale. Et quand je parle de viande, si je vais rester par exemple sur le bovin, on ne sera pas sur les parties, ce qu'on appelle les parties nobles. Alors, j'aime pas dire ces mots-là parce que ça veut dire qu'il y a des sous-parties, mais sur les parties autres qu'à griller, eh ben, il y a un manque. Et on s'est dit, bah, tiens, il faut peut-être qu'on regarde pour que ça reste local, comment on pourrait faire. Alors, soit on va passer par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un chevillard, donc c'est un grossiste en viande, ça s'appelle un chevillard, je vous explique en même temps les termes techniques, qui lui va acheter des bovins en entier et puis qui va les couper en petits morceaux et puis va les redistribuer en fonction des commandes à droite, à gauche, telle façon qu'il y ait toujours une juste rémunération des agriculteurs, hein, ça fait partie des soucis importants. Eh ben, on a réfléchi sur les choses et un atelier de découpe s'est mis en place dans la Manche. Cet atelier de découpe ne travaille qu'avec ce qu'on appelle des carcasses venant d'agriculteurs. Donc, il ne fait pas d'abattage, hein. On prend la viande d'abattoir et c'est mis là. Et va retravailler sur la qualité de la découpe et sur les différentes commercialisations de la découpe. Donc, on va avoir telle restauration collective qui va dire, je vous le fais basique, je vais commander dans l'année X kilos de bourguignon. Et ben, on peut assurer une traçabilité du pur local en disant on va prendre l'élevage qui est à côté et qui va donner une partie de ces bourguignons. Mais en faisant ça, alors si je continue toujours sur cet exemple, et là on arrive sur le gaspillage, ça veut dire que cet atelier de découpe qui a été mis en place pour les agriculteurs génère un certain nombre de sous-produits qui jusqu'ici partent en déchets. Et donc on a tout un travail qui est en train de faire et qui devrait aboutir d'ici 1 an sur la valorisation de ces sous-produits et le remettre en vente au niveau de la restauration collective. Je parle de fonds de sauce, je parle de ce genre de choses. Ce sont des exemples concrets. C'est-à-dire qu'on est parti sur une restauration collective qui nous a dit, il y a 4 ans, on a du mal à se fournir en viande locale. Et cette démarche-là a permis d'arriver à tout ça. Et ça c'est fait avec la Chambre de métier, mais aussi la Chambre d'agriculture, aussi avec la CCI, aussi avec d'autres partenaires pour pouvoir mettre toutes ces choses-là en liaison. On est parti de la restauration. Comme le temps passe assez vite, alors peut-être sur l'opération 1000 restaurants, est-ce que vous pourriez… alors, de la même manière, on va raisonner durabilité. Le plan de relance a mis un certain nombre de fonds sur le fonds de tourisme durable, à 50 millions au niveau national, pour soutenir l'activité touristique qui va rentrer dans une réflexion de durabilité. Donc, ça concerne la restauration et les hébergements touristiques. Et ce fonds-là est destiné pour des investissements extrêmement concrets, des restaurants ou des hébergements qui se trouvent en zone rurale. Ça va passer par une phase de diagnostic, de plan d'action et qui va permettre de donner des subventions à ces restaurateurs ou hébergeurs qui rentrent dans ce processus. Ces fonds, ces subventions peuvent aller dans plusieurs pistes. Pour être concret, pour avoir suivi un certain nombre de restaurateurs, donc je vais parler plus de la restauration, des restaurateurs que de l'hôtellerie, des subventions ont été données pour racheter des assiettes qui soient de tailles différentes pour pouvoir adapter les portions en fonction de la faim des consommateurs, la grande assiette, la moyenne ou la petite. Mais ça a été aussi pour lutter contre le gaspillage alimentaire sur la partie achat de matériel qui permet de mieux conserver les restes et le recuisiner. Donc, ça peut être des machines sous vide, ça peut être des cellules de refroidissement, des cellules de surgélation. Ça va aussi sur le transport durable et la livraison, par exemple, durable, avec l'achat des subventions pour l'achat des vélos cargo ou ce qu'on appelle des rétrofits, c'est-à-dire prendre des véhicules qui fonctionnent à l'essence et les mettre sous forme électrique, de livraison. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a un certain nombre d'actions qui sont menées sur l'économie d'énergie et l'utilisation de fluides frigorigènes durables, et ainsi de suite.
Donc aujourd'hui, cette opération 1000 restaurants durables dont fait partie la Chambre de métiers de Normandie doit accompagner d'ici la fin de l'année un certain nombre de restaurateurs pour pouvoir rentrer dans un plan d'action et améliorer tout cela. Par rapport à ça, est-ce que là, justement, les territoires, est-ce qu'il est encore temps pour que certains territoires puissent entrer en contact Oui. Avec le dispositif pour Alors, justement enclencher ces diagnostics et après, justement, réussir à avoir des investissements pour ces différents restaurants? Alors, depuis un mois, on sait que le dispositif qui, normalement, pour tout ce qui est la partie diagnostic, ça devait s'arrêter en décembre, va être élargi jusqu'au mois de mars 2022. On a un objectif je dirais, d'atteinte de diagnostic. Et en termes de subventions possibles, eh ben, on a un fonds qui est 50 millions. Donc, une fois qu'il n'y aura plus les 50 millions donc au niveau national, eh ben, il n'y aura plus de subventions possibles. Que ce soit aujourd'hui, voilà. Qui travaillent avec des restaurateurs ou ont identifié des restaurateurs, c'est le moment d'essayer d'enclencher C'est le moment. Donc, pour pouvoir rentrer dans ce dispositif, il y a des codes NAF qui sont précisés. Hein. Il faut que le restaurateur soit d'un code NAF précis et c'est selon une liste de communes qui sont éligibles. Globalement, c'est les zones rurales. Donc, quand la ville de Caen ne pourra pas, quand les restaurateurs de la ville de Caen ne pourra pas intervenir, mais Lisieux fait partie des zones rurales, Coutances aussi. Et le plus simple, c'est de revenir soit vers Seine-Maritime Attractivité, si la zone géographique dépend de la Seine-Maritime, parce que c'est eux qui gèrent cette opération-là, ou vers moi pour les 4 autres départements, où je réorienterai vers les conseillers plutôt hébergement, ou sinon restaurateur, ça sera pris en charge par la Cité du Goût. Nathalie, vous avez coupé votre micro. Merci. Non, j'indiquais, Nathalie, si vous pouviez mettre vos coordonnées dans le fil de discussion. Je vais le mettre tout de suite. Voilà, c'est un oubli de ma part. Puisse vous contacter rapidement. Merci. Alors, je voulais faire intervenir Frédéric, mais Cécile doit nous quitter. Elle a eu un appel. Donc, Cécile doit nous quitter. Cécile, je vous laisse peut-être ajouter quelque chose avant de nous laisser, si vous avez des éléments à mettre en avant par rapport à ce côté un peu, voilà, les dynamiques dans les territoires et l'importance des partenariats. Non, mais voilà, mais après, moi, en fait, je trouve ça vraiment, je n'ai rien forcément ajouté. Après, je trouve ça juste un petit mot pour dire que c'est vraiment très intéressant. Tous ces échanges, en fait, on s'en rend compte à quel point on en a besoin et de tous les différents partenaires là qui sont autour et de toutes les personnes qui participent là aux assises. Je trouve que les échanges sont vraiment fructueux. Donc, en fait, moi, j'ai hâte qu'on puisse se retrouver un peu en présentiel et qu'on puisse, parce que c'est toujours quand même plus simple et qu'on puisse partager peut-être voilà, un moment ensemble, une journée, pour qu'on puisse avoir toutes nos problématiques. Et c'est ça, les forces des réseaux, c'est quand même très très important. Donc merci beaucoup et je m'excuse parce que du coup, avec cette préparation de convention, on a le préfet, les sénateurs, députés qui viennent demain à 9h30, donc il y a pas mal de choses à préparer. Et là, mon élu est un petit peu en panique. Voilà, donc je vous laisse. Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir. À très bientôt. Merci à vous et de toute façon, voilà, merci beaucoup pour votre retour et on verra pour les prochaines assises. Avec plaisir. En présentiel, on espère bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Peut-être que juste signaler que Madame Launay a mis des liens sur des outils développés par la filière viande pour accompagner les collectivités. Donc voilà, vous retrouverez les liens à suivre dans le fil de discussion. Très bien. Oui, merci. Merci beaucoup. Et pour information, Nathalie, il reste 15 minutes. D'accord. Bon, très bien. Donc, Frédéric, je vais revenir vers vous. Alors, donc, malheureusement, les restaurants du cœur de Mésidon ne sont pas là, mais peut-être revoir justement les actions concrètes mises en place par Lisieux. Alors, je vais
partager. Ah bah pardon, comme ça, je n'avais pas arrêté le partage, je suis désolée. Je vais reprendre directement. Voilà, peut-être voir les différentes actions. Alors, il y a soit le régal, je ne sais pas, soit vous voulez que je remets soit le Ouais, régal. on peut repartir du régal, peut-être pour reprendre un peu la démarche. Donc effectivement, Madame Pavière ne pouvait pas être là ce matin. Elle vous présente ses excuses des Restos du Cœur, en fait. Dans le cadre de la concertation du PAT, on a rencontré plusieurs structures, dont les Restos du Cœur. On a échangé sur la démarche justement et la volonté de créer un réseau local de lutte contre le gaspillage alimentaire et aussi une dynamique autour de l'aide alimentaire. Donc en fait, les premiers échanges en individuel ont permis aussi d'associer les structures à une démarche de réseau local. On a organisé avec le service développement durable une réunion plénière pour présenter l'objectif du réseau, sachant que pour l'agglomération, l'objectif, c'est vraiment de décliner les orientations nationales et régionales sur le territoire de l'agglomération, d'essayer d'ancrer une dynamique locale entre les acteurs du territoire, au-delà de la sensibilisation, d'aller vraiment sur des actions concrètes sur les prochaines années. Donc, on est sur un projet qui a été créé, le lancement de la plénière a eu lieu en mars, et l'objectif, c'est d'avoir un réseau qui vive au-delà de la première année, qu'on ait des actions un peu tous les ans programmées par les acteurs, qui soient suivies en groupe de travail. Donc, on a eu cette réunion le 31 mars où on a présenté un peu des retours d'expérience de territoire, d'actions sur le sujet de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y a eu un travail en sous-groupe et des choix d'actions à mettre en place sur le territoire. Donc, on a réorganisé des ateliers en juillet. Un atelier plus spécifiquement sur la restauration collective, un autre sur l'aide alimentaire et un autre atelier sur les actions à destination du grand public et des habitants. Donc, il a été décidé d'engager 3 actions sur le territoire. Un renforcement en fait, de l'implication locale des restaurants dans le défi assiette vide. Donc, il y a une communication régionale sur le défi assiette vide. L'objectif, c'est qu'en local, on ait des temps forts en fait, de présentation du défi sur le territoire pour mobiliser plus de restaurants autour de cette démarche. Autre action qui est engagée et qui a démarré dans la partie communication, c'est le lancement d'un défi foyer témoin zéro gâchis. Donc, c'est une action qui va avoir lieu de novembre 2021 à mars 2022. Donc là, la communication a démarré dans le cadre de la semaine du développement durable, avec le lancement, dans le cadre d'un lancement de 3 défis. Un défi sur tout ce qui est économie d'énergie et sur la partie biodiversité. Donc là, on attend la mobilisation de foyers témoins. Et l'atelier sur l'aide alimentaire, on était beaucoup plus sur un temps d'échange entre les structures qui ont des fonctionnements différents sur le territoire, avec des producteurs aussi, des agriculteurs qui ont fait remonter leur difficulté à connaître le fonctionnement des structures. Donc, il a été décidé de créer un outil d'information qui serait mis en ligne sur le site de l'agglomération pour présenter les structures de l'aide alimentaire sur le territoire et la façon dont elles fonctionnent. C'est basique, mais on sent qu'il y a un vrai besoin sur le sujet. Et au-delà de ça, en fait, on a essayé de voir quelles pouvaient être les actions, au-delà de l'interconnaissance, quelles actions on pouvait mettre en place entre les différents acteurs de l'aide alimentaire. Et il y a des pistes pour l'année 2022 sur le sujet du glanage, d'organiser du glanage. On a une grosse opération sur le territoire qui est menée par Solal avec la MSA et le lycée agricole du Robillard, avec du glanage de pommes de terre ou d'oignons qui est effectué depuis 4 ans, je crois. Et l'objectif, ce serait de pouvoir dupliquer ce type d'action avec les associations d'aide alimentaire qui sentent qu'elles pourraient mobiliser des acteurs, enfin, on va dire des bénévoles ou des bénéficiaires dans le cadre de ces glanages. Donc, on a une piste d'action sur 2022. Et au-delà de ça, je pense que Nathalie, ça peut être éventuellement la page d'après. Nous, dans notre... c'est pas grave. Dans nos actions au quotidien au niveau de l'agglomération, on mène en fait... on organise tous les ans le festival des AOC AOP de Cambremer. Et dans le cadre des discussions en atelier, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller un petit peu plus loin dans le cadre de nos manifestations à nous. Et on a mis en place en fait un partenariat avec l'antenne locale de Mésidon-Vallée d'Auge, l'antenne des Restaurants du Cœur. Donc en fait, on a
on a proposé aux exposants du Festival des AOC qui sont présents sur 2 jours d'avoir un temps en fin de festival où les bénévoles des Restaurants du Cœur sont allés faire le tour des stands, ont présenté un peu leur démarche et ont proposé aux exposants de faire des dons de produits, donc soit des dons de produits qui étaient en date limite de consommation ou un don de produits en sec, on va dire. Il y a eu pas mal de jus de pommes de donner, des confits. Et donc, c'est un partenariat qui a fonctionné, qui a été mis en valeur dans le cadre des guides qui ont été transmis aux exposants. On l'a présenté en amont aux exposants, en fait, qu'on mettra en place cette démarche. Et ça a plutôt bien fonctionné. On a été très bien accueillis. Enfin, moi, j'ai accompagné les bénévoles des Restaurants du Cœur pour faire le tour des différents stands. Et voilà, ça a été plutôt bien accueilli par les exposants. Et voilà, c'est un partenariat qui devrait perdurer pour les prochaines éditions du festival. Voilà à peu près pour ce qui se passe sur l'agglomération. Merci beaucoup, Frédéric, pour ces éléments. Alors, justement, l'idée, c'était peut-être de voir comme on va avoir du temps pour les questions. Si, je n'ai pas vu là dans le chat si on avait, mais je ne crois pas qu'on ait une nouvelle question. Sinon, en tout cas, merci Nathalie d'avoir partagé vos coordonnées. Mais est-ce qu'il y aurait comme on a un peu de temps pour échanger, est-ce que pour répondre, alors, il reste 2 intervenantes, mais sinon, on peut reprendre, si vous avez des questions, on peut les reprendre et les transmettre ensuite aux autres intervenantes qui ont dû nous laisser. Là, dans le chat, Nathalie, il n'y a pas eu de nouvelles questions, comme tu disais. D'accord. Benoît non plus, pas de questions Moi, la question qui se pose et que je pose dans d'autres instances, d'ailleurs, c'est la question du rapprochement des réseaux, du réseau Régal, des partenaires de territoire, et puis d'autres réseaux qui cohabitent à côté. Je pense notamment au réseau Mieux. J'avais déjà posé la question dans la table ronde précédente sur le lien entre producteurs et distributeurs inscrits au réseau Mieux et donc déjà militants au titre de la consommation responsable et du pont qui pourrait être fait avec un certain nombre comment on pourrait outiller les territoires avec déjà cette cartographie qui existe d'entreprises un peu militantes qu'on a déjà identifiées. Alors, ce que je me dis justement, c'est peut-être l'occasion de présenter Mieux. Je ne sais pas si tu souhaites le faire ou… Non, pas. Écoute, tu peux y aller vu que tu es copilote. Ou comme tu veux. Hein. D'accord. Donc, justement, le réseau Mieux, c'est vrai que là, on a parlé beaucoup du réseau des PAT, entre autres. Mais là, il y a un réseau qui commence à se mettre en place, on peut dire, même s'il y a quelques années qu'il se cherche, mais qui se met en place. Donc, c'est un réseau d'acteurs, donc là, ciblé sur la consommation responsable, avec les 3 volets de la consommation responsable. Aussi bien donc, le premier pilier, c'est vraiment la protection de l'environnement. Mais on a également le pilier sur tout ce qui va être sociétal, le partage de richesses, le respect de l'humain. Donc, il y a vraiment toute cette dimension qui est vraiment plus large dans la consommation responsable. Et donc, l'objectif au départ, c'était d'amener les Normands à avoir une consommation plus responsable. Et la première chose qui a été identifiée, c'était qu'on manquait de plateformes, en tout cas de lieux où rendre visible toute cette consommation. Donc, il y a eu pas mal d'années de tâtonnement pour réussir à aboutir à mieux. Donc, c'est un réseau et donc une plateforme qui se traduit aussi par une plateforme en ligne, donc qui se trouve sur le site de la région Au Rendez-vous des Normands. Donc, Au Rendez-vous des Normands, c'est une plateforme, je ne sais pas si vous connaissez, mais une plateforme plus large qui comprend, donc qui s'adresse aux consommateurs. C'est vraiment pour les consommateurs, mais c'est une plateforme qui montre un peu tous les… Donc, il y a 3 annuaires différents. Il y a un annuaire sur la consommation locale. Donc, on va retrouver tous les producteurs locaux. Donc, c'est là, je pense, Benoît, où tu fais le lien entre tout ce qui a été dit à la table ronde, à la première table ronde, et pourquoi pas aussi dans les animations territoriales d'utiliser cet outil Mieux. Parce que donc déjà, je crois que pour donc les entrées sur les producteurs, il y en a plus de 500. En tout cas, il y a déjà beaucoup d'entrées de producteurs locaux, donc qui proposent localement leurs produits en circuit court. On a un annuaire sur le Rollon, donc la monnaie locale normande, et un annuaire sur les produits plus durables. Et donc, pour savoir s'ils sont plus durables, on a construit une charte avec des critères. Et donc, tous
tout produit ou entreprise qui s'adresse aux consommateurs et qui répond à cette charte peut rentrer dans le référentiel mieux. Donc, n'hésitez pas à aller visiter au rendez-vous des Normands et spécifiquement de cliquer sur mieux parce que c'est un réseau d'acteurs, mais en même temps un référencement de commerces locaux. Donc, il y aura sans doute des liens, là, mieux est en train de se développer. Donc, il y aura sans doute des liens à faire avec ces différents réseaux, ces deux réseaux-là. Donc, s'il y a des questions, peut-être sur mieux ou sur son articulation, ou même par rapport aux animateurs territoriaux de cette table-là, mais également peut-être plus largement des participants. Voir aussi si vous avez connaissance de cet outil-là ou d'autres outils qui permettent justement d'articuler et de faire bouger les choses. Donc là, je vois qu'Émilie a mis sur le chat, elle a mis le lien au rendez-vous des Normands. Donc, n'hésitez pas à aller le visiter et aller le voir. Et de voir s'il y a des questions. Parce que s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir clore cette table ronde. En tout cas, je vous remercie très sincèrement toutes les intervenantes et Benoît pour l'accompagnement de l'animation pour cette table ronde qui fut riche et donc qui appelle de prochaines rencontres pour pouvoir échanger et partager sur les expériences les blocages ou les leviers des uns et des autres. Donc, merci beaucoup. Avant de vous laisser pour manger, on vous avait proposé un sondage en ligne pour savoir un peu. Donc, vous êtes 35 à avoir répondu. Nathalie, oui. Je te propose que ce sondage, on puisse le détailler lors de la clôture des assises pour que tous les participants, même de la table ronde numéro 3 et du temps réseauté, puissent participer au sondage pour que ce soit complet. Je ne sais pas si ça te paraît intéressant. D'accord. On verra alors. D'accord. Ça fonctionne, ça marche. On verra ça. Voilà. En tout cas, que je vois pour rajouter des éléments, je vous rappelle les vidéos sur la réglementation. N'hésitez pas à aller les voir et poser des questions dessus. On vous donne rendez-vous, donc pour ceux qui le souhaitent, après manger, donc à 14h, si je ne me trompe, pour justement échanger. Là, c'est vraiment du partage et de l'échange en groupe, en petits groupes. On vous mettra en petits groupes avec soit par thème, donc on vous laissera choisir les thèmes qui vous intéressent. Donc, au niveau, soit le thème consommation avec les consommateurs, soit production, soit la restauration. Donc, voilà, on vous laissera différents thèmes à choisir et on fera d'autres rounds, on en fera un également sur les départements pour que vous puissiez voir tous les participants qui sont également sur le même territoire que vous. Et donc, en essayant, on va tester ça avec les groupes Zoom, donc, si ça vous tente. En tout cas, voilà, on serait ravis de vous retrouver à 14h. Donc, je vais vous souhaiter un bon appétit à tous et à tout à l'heure.